Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous présenter Professeur Callon. Je l'ai invité aujourd'hui à nous offrir une mise à jour sur les nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer ainsi que les nouveaux tests de dépistage. Il y a en effet certains traitements contre la maladie qui sont présentement sous évaluation par Santé Canada et déjà approuvés dans d'autres pays. Ce sont des traitements nommés anticorps monoclonaux que Dr. Callon va nous parler aujourd'hui. Il y a également des avancées au niveau de la recherche sur les outils diagnostiques, notamment les tests de biomarqueurs sanguins, qui sont utilisés dans les centres de recherche universitaires américains, mais toujours pas approuvés ni au FDA et même pas encore soumis pour Santé Canada, mais ils existent. Les recherches avancent rapidement au niveau de la détection des biomarqueurs sanguins. Dr. Callon va également nous parler des approches préventives reliées à la maladie et à la nutrition. Cette conférence mémorable va consister d'une présentation d'environ 45 minutes, suivie d'une période de questions. À tout moment, vous êtes invité à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, Q&A. Puis, je vais les poser à la fin de la présentation. Vous êtes également toujours les bienvenus de poser des questions à l'avance des conférences ou suite aux conférences à l'adresse courriel conférence@alzheimerquebec.ca. Et cette présentation est enregistrée et disponible la semaine prochaine sur YouTube. Euh, les liens vont être placés dans la messagerie maintenant. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Ces dons sont utilisés pour l'amélioration continue des programmes et services offerts par nos sociétés Alzheimer régionales et pour soutenir les projets de recherche visant à améliorer la qualité de vie des Québécois vivant avec des troubles neurocognitifs et leurs familles. Sans plus tarder, je vous présente professeur Frédéric Callon. Dr. Callon est professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec depuis 2003. Il a une double formation de pharmacien et biochimiste et il s'intéresse principalement au traitement de maladies du cerveau, notamment la maladie d'Alzheimer. Le Dr. Callon est surtout reconnu pour sa contribution à la découverte d'un effet neuroprotecteur des acides gras oméga 3 dans la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. J'aimerais également mentionner qu'il est le co-directeur du Consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, nommé CIMAQ, qui est un regroupement de 90 chercheurs et cliniciens québécois intéressés à la détection précoce de la maladie. Il est également le co-directeur de OptiNutriBrain, qui est une collaboration internationale et une référence dans le domaine de la nutrition et de la santé du cerveau. Encore, les liens sont placés dans la messagerie. Alors maintenant, professeur Callon, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et c'est maintenant à vous. Là, j'essaie de partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, je le vois bien, merci. Vous m'entendez bien aussi? Oui. Bon, super. Bon, merci beaucoup, Rachel, pour l'invitation. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui là, de vous parler un peu de certaines perspectives plus récentes là, sur la maladie d'Alzheimer. Comme Rachel le disait, je suis pharmacien de formation, biochimiste également. J'enseigne à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et je suis chercheur au Centre de recherche donc, du CHU de Québec. Je vais vous parler aussi un peu En fait, je suis aussi co-directeur du laboratoire international OptiNutriBrain qui s'intéresse aux liens entre la nutrition et le cerveau et aussi co-directeur de la cohorte CIMAQ dont je vais vous parler un petit peu aussi. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler dans le fond de prévention et de traitement. C'est sûr qu'en 2025, là, la différence entre la prévention et le traitement n'est pas nécessairement parfaitement distincte là, dans la maladie d'Alzheimer parce qu'on reconnaît maintenant beaucoup de phénomènes qui peuvent arriver longtemps avant le diagnostic, mais qui sont quand même des changements biologiques qui peuvent être la cible de traitement. Donc, à ce moment-là, on parle toujours de prévention, mais on est quand même dans une approche qui peut être thérapeutique. Donc, je vais vous parler un peu des facteurs de risque, des premières phases de la maladie, quelques suggestions concrètes, surtout à ce qui touche la nutrition, parce que j'ai quand même aussi une expertise de ce côté. Et ensuite, vous parler un peu plus des traitements, des médicaments déjà approuvés, mais un peu du futur. On va parler un petit peu des anticorps monoclonaux, entre autres. Donc, je commence toujours avec cette
une diapo-là, cette image-là que j'avais dessinée pendant mon stage postdoctoral, donc qui parle un peu de l'étiologie de la maladie, finalement, qui combine un aspect génétique, comme un robinet, finalement, qui contrôle le flot pathologique de la génétique vers l'expression clinique, et c'est contrôlé, ça, par des facteurs environnementaux. Donc, oui, un aspect génétique, mais il y a aussi des facteurs non génétiques qui sont importants dans la maladie. Au niveau de la génétique, je vais juste donner une seule image. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, ici, ce que je veux illustrer ici, c'est que il y a certaines atteintes ou changements génétiques qui peuvent causer ou augmenter beaucoup le risque de la maladie, mais sont généralement très rares ici, en haut, à gauche ou à droite, là, dépendant de comment vous êtes. Et tandis que de l'autre côté, la plupart des modifications génétiques qui sont fréquentes, elles, ont un risque faible ou influencent peu le risque de développer la maladie. Généralement, les gens se situent plus ici. Donc oui, il y a un aspect génétique à la maladie, surtout au niveau là, de l'allèle de la lipoprotéine E4, l'allèle E4, qui augmente beaucoup le risque. Donc oui, il y a un aspect génétique, mais il y a aussi beaucoup d'aspects au niveau de l'environnement sur lequel euh, qu'on peut modifier et influencer, dans le fond, le risque de la maladie. Ici, j'aime utiliser cette diapo-là de Todd Galdi qui illustre un peu là, le voyage là, de la maladie, qui commence d'une certaine façon jusqu'au plus jeune âge, surtout quand on a des facteurs génétiques, où on peut aussi construire notre cerveau et notre réserve cognitive, mais à ces moments-là, c'est assez difficile d'intervenir dans la prévention de la maladie. À l'autre extrême, après le diagnostic, à ce moment-là, on sait là, qu'il y a des atteintes au niveau du cerveau, au niveau des plaques amyloïdes, la pathologie de Tau, les taupathies, aussi la neurodégénérescence. Mais à ce moment-là, les traitements sont souvent plus symptomatiques, peut-être dans l'espoir de peut-être ralentir encore le développement de la maladie, mais il est trop tard pour l'aspect vraiment préventif. Cette prévention-là, on pense qu'on peut la faire pendant les décennies là, qui précèdent le diagnostic, surtout au niveau des modes de vie, peut-être des comorbidités, d'autres maladies. Il y a des cibles au niveau du métabolisme, mais aussi au niveau de la nutrition, par exemple, pour la prévention. Donc, c'est longtemps avant le diagnostic qu'on peut agir. Ça, c'est une diapo que vous allez voir dans la prochaine année, dans la majorité des présentations qui vont être faites sur la maladie d'Alzheimer, parce que c'est la Lancet Commission qui est basée en Angleterre, qui fait une estimation qu'à peu près 45% des, des facteurs de risque, finalement, en fait, qu'on peut estimer à 45% la somme d'une certaine quantité de facteurs de risque établis. Et ça, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que peut-être justement ce 45%-là des cas qu'on pourrait, en agissant en prévention, ralentir ou prévenir partiellement. Donc, parmi les facteurs de risque identifiés, il y en a certains au début de la vie, mais la majorité sont au milieu de la vie, ce qu'on appelle le midlife ici en anglais, et qui impliquent des facteurs de risque cardio-métaboliques et des comorbidités qui sont déjà traitées dans notre système de santé. Donc, on peut espérer effectivement qu'il y a des choses qu'on peut diminuer, dans le fond, l'impact de ces facteurs de risque-là. Et la nutrition, officiellement, en 2025, ne fait pas encore partie des facteurs de risque identifiés, mais c'est parce qu'on n'est pas parvenu nécessairement à identifier spécifiquement un aspect dans l'alimentation qui augmente le risque ou qu'on peut modifier. Et je vais en parler un peu plus loin. Ici, c'est un tableau donc, qui résume certains de ces facteurs de risque-là au milieu de la vie. En 2024, ce qui est nouveau, c'est que la perte visuelle et le cholestérol LDL élevé ont été ajoutés à cette liste de facteurs de risque-là. Mais dans le fond, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que plusieurs des facteurs de risque touchent le métabolisme et l'hypertension, donc des aspects cardio-métaboliques. Donc, je suis co-directeur du consortium CIMACU, qui est un consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer, qui regroupe une grande quantité de chercheurs ici au Québec. Et ce qu'on cherche à faire au sein de cette cohorte-là, c'est identifier justement les stades précliniques qui précèdent le diagnostic. Donc, on recrute des participants pour analyser justement qu'est-ce qui se passe dans ces phases-là
pour mieux comprendre la maladie, essayer d'identifier des facteurs de risque modifiables et essayer d'identifier des cibles thérapeutiques éventuelles et des nouveaux biomarqueurs. Donc, on parle d'une cohorte de plus de 420 participants maintenant. La majorité, c'est des gens qui ont soit un trouble cognitif léger ou des plaintes cognitives. Parce qu'on pense que les plaintes cognitives d'un individu, souvent, on est la meilleure personne pour se connaître et même si ces plaintes-là sont subjectives, ils peuvent quand même nous informer là, sur des signes précoces de la maladie. Et ce qui est intéressant aussi avec cette cohorte, c'est on fait un suivi aux 2 ans. Donc, finalement, on a beaucoup d'informations longitudinales sur nos participants et on peut identifier certains qui progressent finalement d'un stade préclinique comme trouble cognitif léger vers la maladie d'Alzheimer. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais au niveau de la recherche, nous, ça nous permet d'identifier possiblement des biomarqueurs pour prédire l'évolution de la maladie. On a du recrutement essentiellement, en fait, beaucoup à Montréal, mais il y en a aussi à Québec et à Sherbrooke. Et parmi les choses qui ont évolué, je dirais, dans les derniers 20 ans, c'est une meilleure compréhension un peu de ce qui se passe avant le diagnostic. Donc, on identifie de plus en plus des phases prodromiques qui seraient détectables à l'aide de biomarqueurs avant le diagnostic. Donc ça, c'est des choses qui ont évolué, surtout très récemment, là, dans les 5 dernières années. Ça, c'est au niveau plus biologique. Au niveau clinique, ça fait quand même assez longtemps qu'on identifie là, des troubles cognitifs légers, mais aussi une phase asymptomatique qui peut aussi précéder finalement ces troubles-là et aussi les plaintes cognitives subjectives là, dont je viens vous parler. Actuellement, aux États-Unis, en fait, dans le monde, il y a un débat à savoir comment qu'on peut appeler là, ces phases-là. Donc, aux États-Unis, ils préconisent plutôt de parler d'Alzheimer présymptomatique, tandis qu'en Europe, ils préfèrent le terme asymptomatique à risque pour éviter d'utiliser le terme Alzheimer avant ou longtemps avant le diagnostic. Donc, qu'est-ce que c'est ces biomarqueurs-là? En fait, on utilise le terme ATN pour A pour amyloïde, T pour tau et N pour neurodégénérescence. Au niveau de A, ben, c'est les marqueurs amyloïdes qui peuvent se détecter en neuroimagerie, mais qui peuvent aussi se détecter au niveau du liquide céphalorachidien. Au niveau du sang, du plasma, c'est pas encore tout à fait clair, mais on s'approche de ça. C'est surtout au niveau de la pathologie de tau qu'on est capable maintenant de détecter le taux phosphorylé dans le liquide céphalorachidien, mais aussi dans le plasma. Donc, on peut, à l'aide de certains marqueurs comme phosphoto 217, 181 et d'autres, on peut détecter des signes de la pathologie cérébrale au niveau du sang. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé quand même assez récemment parce que quand on connaît un peu ces histoires-là de phosphorylation de protéines, à l'époque, j'étais un peu sceptique parce que la phosphorylation, d'habitude, c'est quelque chose qui arrive de façon fugace finalement. Pour que ça soit préservé dans le plasma assez longtemps pour faire un dosage, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on s'attendait forcément au départ, mais force est d'admettre, il y a eu beaucoup d'études qui démontrent aujourd'hui que ces biomarqueurs-là peuvent servir à établir un diagnostic biologique de la maladie avant le diagnostic clinique. Ici, c'est simplement des exemples de mesures qu'on peut faire justement dans la cohorte CIMAQ. On voit justement la hausse de ces biomarqueurs de taux phosphorylés dans le sang, dans la maladie, mais aussi chez des sujets MCI+, donc c'est des sujets qui ont converti d'un trouble cognitif léger vers la maladie. Et on voit justement une hausse de ces biomarqueurs-là. Donc, ils peuvent peut-être nous permettre de prédire l'évolution de la maladie. Et une collègue de l'Université de Montréal, Alexa Pichet-Binette, qui a aussi, et mon étudiante Rosalie Cottès, qui ont identifié justement qu'on peut utiliser ces biomarqueurs-là pour identifier là, des sous-groupes de participants plus à risque d'un déclin cognitif plus rapide, notamment avec phosphoto 217. On voit ici en bleu la courbe qui est plus penchée vers le bas, là, qui montre que les sujets qui avaient une élévation au départ, plus à risque de décliner par la suite. Donc, avec toutes ces connaissances-là, c'est beau de savoir qu'on peut avoir un meilleur diagnostic biologique. On le savait déjà un peu avant aussi, mais ça nous informe encore plus sur l'importance de prévenir ou de traiter la maladie en s'attaquant aux facteurs de risque, donc en intervenant avant le diagnostic.
Donc, c'est un résumé un peu de qu'est-ce qu'on peut faire en prévention en 2024. Donc, c'est surtout s'attaquer aux, aux risques vasculaires et je dirais aussi cardio-métaboliques. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà en pharmacie. On a déjà des médicaments qui sont utilisés, entre autres, pour traiter l'hypertension. Il y a des études qui ont été publiées, le Sprint Trial en 2019, là, qui soulignent vraiment l'importance là, de traiter la tension artérielle pour protéger le cerveau. On peut traiter aussi d'autres maladies comme le diabète, les dyslipidémies, et que ça peut avoir un impact éventuel sur la maladie d'Alzheimer. C'est pas des choses, les preuves sont pas parfaites, mais je pense qu'aujourd'hui, on en sait quand même assez pour recommander fortement là, euh, un suivi serré du traitement de ces maladies-là, mais aussi dans un contexte de prévention de la maladie. L'activité cognitive, l'activité physique et l'alimentation dont je vais parler un petit peu plus loin. En fait, j'essaie de. Cette diapo-là, c'est simplement pour vous dire que je vois ça un peu comme une opportunité. Il faut que finalement, quand on traite des maladies autres, des maladies métaboliques comme le diabète ou des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, ben, on peut faire d'une certaine façon une pierre deux coups. On peut traiter un problème important au niveau de la périphérie, mais on se retrouve aussi à traiter des phénomènes physiopathologiques qui ont un impact sur la maladie d'Alzheimer, surtout au niveau vasculaire, mais d'autres aussi. Et ça, il y a des démonstrations qui ont été faites sur des études sur des modèles animaux et différentes études qui nous donnent à penser que c'est justement ce type de traitement-là qu'on fait déjà, c'est vraiment des opportunités. Donc, il faut voir ça de façon positive, je pense, par rapport à la maladie. Et en plus, une autre façon de voir les choses, c'est quand on améliore notre alimentation, on fait plus d'activité physique ou d'activité cognitive. Finalement, on se trouve aussi à voir, bon, peut-être qu'il y a un effet directement sur le cerveau, mais aussi des effets indirects justement sur diabète, hypertension, obésité. Donc, encore une fois, je vois ça plutôt comme une opportunité de synergie finalement entre des facteurs de risque positifs sur lesquels qu'on peut modifier, mais qui aussi améliorent des facteurs de risque plutôt négatifs en même temps. Voilà. Au niveau de l'entraînement cognitif, je voulais juste souligner que des collègues ici au Québec, là, Sylvie Belleville et Carole Hudon, qui ont travaillé beaucoup sur CIMAQ. Sylvie Belleville, c'est elle qui a lancé CIMAQ. Mais ils ont fait des études qui montrent justement qu'un entraînement cognitif peut avoir des impacts aussi favorables sur la cognition dans les stades qui précèdent la maladie. C'est des choses qui, dans le fond, ne coûtent pas nécessairement très cher à faire. Je vais vous dire quelques mots sur l'alimentation. En 2025, on n'est pas encore capable d'identifier exactement quels facteurs dans l'alimentation changent le risque de développer la maladie. Mais une des raisons, c'est qu'en fait, la nutrition, c'est un peu compliqué. On peut parler de patron nutritionnel, on peut parler de nourriture, on peut parler aussi de molécules spécifiques, et c'est ça un peu qui complexifie un peu le tableau. Donc, je pense on a quand même des bonnes évidences que la nutrition est importante, mais de définir quoi exactement on peut changer, c'est un petit peu moins évident. Donc, quand on parle de patron nutritionnel, on va parler par exemple de régime méditerranéen. On peut parler de nourriture spécifique, mais on peut parler aussi de molécules, les petites molécules qu'on retrouve dans notre nourriture finalement, entre autres les oméga 3 et les polyphénols, par exemple. Donc, pour ce qui est du régime méditerranéen, il y a quand même beaucoup d'études longitudinales qui montrent, dans le fond, que l'adhérence à ce type de diète-là, il y a différents noms, mais c'est des diètes qui se ressemblent un peu, sont associées à des meilleurs scores cognitifs, un risque diminué de troubles neurocognitifs majeurs. Par contre, quand on arrive pour faire des interventions, où c'est beaucoup plus difficile de faire une intervention sur une alimentation globale, c'est un peu plus compliqué. Ces études-là ont plutôt été négatives. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement faire de recommandations nécessairement claires par rapport à ça. Donc, vous savez un peu c'est quoi le régime méditerranéen. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est diminuer, dans le fond, les médicaments transformés, diminuer la viande, mais plutôt se concentrer là, sur des légumineuses, des noix, de l'huile d'olive, plein de bonnes choses, des fruits et légumes, etc. Et le poisson aussi, incluant les oméga 3. Et éviter donc, comme je le disais, les aliments ultra transformés. C'est vraiment ce qui ressort un peu de ces études-là.
Mais moi, je vais vous parler un petit peu d'oméga 3. J'ai un certain biais, mais je vous explique quand même, il y a une base scientifique pourquoi on s'intéresse à ça. C'est que notre cerveau contient beaucoup de lipides et concentre beaucoup les acides gras oméga 3. Si on enlève les oméga 3 à un animal, par exemple, dans sa diète, le cerveau va tout faire pour le conserver. Sont essentiels aux fonctions du cérébral. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Mais le contenu en gras du cerveau dépend de l'alimentation et de l'âge, mais surtout de l'alimentation. C'est ça que je pense qui est très important. Si on augmente notre alimentation, notre contenu en oméga 3 dans notre alimentation, on va augmenter aussi les concentrations cérébrales. C'est des choses qu'on a pu démontrer, nous, surtout sur des modèles animaux, mais à de nombreuses répétitions. Donc, on pense que les lipides qu'on retrouve dans notre assiette peuvent influencer nos performances cérébrales. Ici, c'est un résultat, dans le fond, je ne vais pas m'étendre énormément, mais c'est justement des animaux qu'on a nourris avec différentes diètes. Ici, c'est juste pour vous montrer que si on donne une diète avec beaucoup de DHA, qui est un type d'oméga 3 à longue chaîne, ou à très longue chaîne, on voit nettement là, une augmentation des niveaux cérébraux aussi chez ces animaux-là. Et on peut donc, en contrôlant les différents types d'acides gras qu'on met dans la diète des souris, on peut vraiment influencer le contenu cérébral et tout donne à penser que c'est des choses qui se passent chez l'être humain aussi. Et ça, c'est un des données de notre cohorte SIMAQ qu'on vient de générer. C'est peut-être plus là, dans des détails scientifiques, mais en fait, on voit des associations significatives entre les niveaux de DHA dans le plasma et les niveaux de phosphoto 181 dans le plasma aussi. On voit une corrélation inverse. Donc, plus on a de DHA dans le sang, moins on a finalement de cet indicateur de pathologie Alzheimer. Évidemment, c'est seulement une association, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut voir ce type d'association-là significative dans notre corps. Euh, Ici, c'est des tentatives dans une seule diapositive de tout résumer les connaissances sur les liens entre les acides oméga 3 et la maladie d'Alzheimer. Je vous dirais que de façon générale, on a des données chez l'animal, des données épidémiologiques, des données d'intervention aussi dans les phases qui précèdent la maladie, qui suggèrent un bénéfice cognitif potentiel. Mais à chaque fois qu'il y a eu des études cliniques qui ont été faites dans l'Alzheimer ou dans le début de l'Alzheimer, celles-ci ont été négatives. Peut-être parce que le diagnostic est posé, qui est peut-être trop tard, mais ça suggère quand même en prévention un potentiel. On ne peut pas faire de recommandations actuellement, mais je pense qu'on peut quand même, ce que je dis ici, on ne peut pas faire de recommandations, mais on ne devrait pas décourager, dans le fond, la consommation d'aliments riches en oméga 3. Et ça peut s'obtenir avec 2 bonnes portions, par exemple, de poisson par semaine. Déjà, on offre à notre cerveau des niveaux d'oméga 3 suffisants là, pour bien fonctionner. Il est possible d'utiliser des suppléments. Là, si les gens ont des questions par rapport à ça, on pourra en parler un peu plus. Il existe aussi un autre type je dirais, de molécules qu'on retrouve dans l'alimentation qu'on appelle les polyphénols. C'est une très grande famille de molécules, mais on en retrouve beaucoup dans le café, le thé, le vin, le chocolat, fruits et légumes, certains suppléments qu'on peut acheter aussi. J'en parle parce qu'il y a quand même, au fil des années, pas mal d'évidences qui ont été accumulées sur ces molécules-là. Entre autres chez l'animal, des études épidémiologiques là, qui montrent à répétition là, des liens entre des rapports élevés en polyphénol et une progression plus lente vers le déclin cognitif, des, des risques aussi plus faibles de troubles cognitifs majeurs. Encore une fois, ici, c'est quand on tente de faire des interventions, dont des études cliniques, c'est plus difficile lorsqu'on s'approche du diagnostic de la maladie. Mais encore une fois, c'est des choses qu'il faut quand même encourager parce que les polyphénols se retrouvent dans beaucoup de bonnes choses là, dans notre alimentation. Et c'est ce genre de ce que je vous parle là un peu de prévention, c'est connu quand même depuis quelques années et ça a influencé, je dirais, des initiatives de grandes études de multidomaines ou multi-interventions de par le monde. Ça a été ralenti un peu pendant la COVID, mais c'est des choses qui se poursuivent actuellement pour voir à quel point, là, en changeant en agissant sur ces facteurs de risque-là, on peut diminuer le risque de développer la maladie. Donc, c'est des choses pour lesquelles on doit avoir plus de réponses dans les prochaines années.
Avant de terminer sur l'alimentation, je vous parle rapidement là, des thérapies cétogéniques. L'idée générale de ça, c'est qu'on sait que depuis assez longtemps, notre cerveau a la difficulté à utiliser le glucose en vieillissant, et particulièrement dans la maladie d'Alzheimer. Donc, l'idée qui est beaucoup avancée par mon collègue là, Stephen Cunnane à Sherbrooke, c'est d'utiliser un carburant alternatif, donc les corps cétogènes, pour donner de l'énergie à notre cerveau. Et c'est possible de le faire, ça, en manipulant la diète, mais c'est compliqué. Donc, ce qui est actuellement plutôt dans les études cliniques, comme l'étude menée par la compagnie Nestlé, Cognicat MCI. Donc, l'idée, c'est d'utiliser plutôt des suppléments alimentaires qui contiennent des triglycérides à chaîne moyenne pour stimuler la production de corps cétogènes pour fournir un carburant à notre cerveau. Donc, on devrait avoir des nouvelles de ces études cliniques-là dans assez prochainement. Maintenant, je vais aborder plus le côté de traitement. Comme je vous disais, la frontière entre prévention et traitement est de plus en plus floue dans l'Alzheimer, mais je vais vous parler quand même un peu de ce qu'on utilise actuellement en pharmacie. Donc, c'est l'hypothèse de cholinergie. Donc, l'acétylcholine est une petite molécule qui sert de neurotransmetteur dans le cerveau, qui est diminuée dans la maladie. C'est des choses qui ont été découvertes là, à la fin des années 70. Dans ces années-là, on pensait vraiment qu'on avait trouvé, dans le fond, la solution parce que c'est un peu ce qu'on fait avec la maladie de Parkinson. On remplace la dopamine. Dans la maladie d'Alzheimer, on a voulu remplacer l'acétylcholine. Et les médicaments qui ont surgi parmi les plus efficaces, c'était des agents qui inhibent la cholinestérase, qui est l'enzyme qui détruit, dans le fond, l'acétylcholine. Je n'irai pas dans les détails de ces produits-là. Donc, on a le donépézil, rivastigmine, galantamine qui sont disponibles actuellement. La mémantine agit sur un autre mécanisme, plus au niveau des récepteurs glutamatergiques, qui est utilisé plus dans les stades plus avancés de la maladie, tandis que les trois premiers sont plutôt dans les stades légers à modérés. Donc, c'est des médicaments qui ont une efficacité limitée, qui sont disponibles en générique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne coûtent pas cher. Donc ça, c'est quand même un intérêt. Avec les années qui passent, je trouve que ces médicaments-là ont des fois, les gens les ont beaucoup critiqués parce que l'efficacité n'était peut-être pas aussi importante qu'on pouvait l'espérer, mais quand même, compte tenu du coût faible de ces produits-là, je pense qu'ils ont quand même encore un intérêt. Et ils sont prescrits donc beaucoup au Québec. Donc, je ne donnerai pas un cours de pharmacie aujourd'hui. Mais ce que je vous dirais, c'est que ça vient de certaines études cliniques un peu comme celle-ci. Là, c'est un graphique du docteur Gauthier en 2004 qui illustre donc un effet hautement significatif sur le MMSI, donc une échelle cognitive utilisée toujours abondamment aujourd'hui. Donc, c'est le genre de preuves qui ont servi à la commercialisation et l'approbation en premier et la commercialisation de ces produits-là. Et au fil des années, il y a eu des méta-analyses, donc des analyses qui ont été faites sur sur plusieurs études et qui montrent justement un effet très significatif, qui n'est pas nécessairement majeur, mais qui favorise l'utilisation de ces produits-là au bout pour un traitement de 6 mois. Mais ça, c'est des petites molécules. Ici, je mets l'aspirine à 180 codés. Et on voit les autres médicaments qui sont utilisés dans l'Alzheimer ont tous des chiffres pas loin de l'aspirine. Donc, ce sont des petites molécules. Aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques ont tendance à plus se déplacer vers des grosses molécules et entre autres celles qu'on appelle les anticorps monoclonaux, qui sont illustrés ici, le gros truc en forme de Y. C'est un anticorps monoclonal. Donc, je n'irai pas sur les différentes raisons qui justifient ces changements-là, mais généralement, les compagnies estiment que les risques de succès sont plus élevés. Et évidemment, ils peuvent, ils peuvent aussi se vendre plus cher, ces produits-là. Donc, il y a moyen d'obtenir aussi des plus hautes affinités. Donc, de façon générale, maintenant, les nouveaux produits produits par les compagnies pharmaceutiques sont plus souvent des biopharmaceutiques, dont les anticorps monoclonaux. Et je vous résume dans une diapositive. Depuis 20 ans, il y en a une grande quantité qui ont été testés. Beaucoup ont amené à des échecs. Et plus récemment, il y a deux médicaments, le lecanemab et le donanemab, qui ont amené à des résultats positifs. Donc, ils ont été approuvés par les FDA aux États-Unis en 2003 pour le lecanemab et 2024 pour le donanemab. Euh, bon, évidemment, je ne donnerai pas un cours sur la cascade amyloïde, mais de façon générale, l'idée
de l'hypothèse amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a une surproduction d'un peptide qu'on appelle A-bêta à partir d'une protéine qui s'appelle APP. Et ce petit peptide-là, A-bêta, commence par être relargué sous forme de monomère, en fait, forme des oligomères par la suite, qui restent solubles et qui éventuellement forment des fibrilles solubles qui deviennent insolubles. Grosses fibrilles, éventuellement, ça forme des plaques amyloïdes. Donc, cette diapositive-là illustre différentes cibles thérapeutiques qui ont été explorées au fil des années. La plupart ont donné des résultats négatifs, mais le lecanemab et le donanemab ont amené des résultats positifs. Le lecanemab en ciblant surtout les protofibrilles et le donanemab plus les plaques amyloïdes comme telles. Pourquoi ceux-là ont fonctionné pendant que les autres dans le passé n'ont pas fonctionné? Sur les symptômes cliniques. C'est pas nécessairement très bien compris, mais je pense que la raison principale, c'est probablement une très forte affinité là, de ces deux produits-là, plus forte que celle dans le passé pour des aspects spécifiques là, de la cascade amyloïde. Et il faut comprendre que les anticorps monoclonaux ont une biodisponibilité cérébrale très faible, ont traversé peu la barrière hémato-encéphalique, donc il y en a très peu qui vont atteindre le cerveau, donc ils ont besoin d'avoir une affinité très forte. Donc ça veut dire que très peu de médicaments suffit pour atteindre la cible. Donc c'est probablement ce qui donne un avantage à ces deux produits-là. Voilà le type d'études cliniques, de résultats d'études cliniques qui ont été utilisés donc pour l'approbation du lecanemab. Donc, on voit vraiment une différence significative. Là, ici, si on regarde, on a le CDR qui est une échelle d'appréciation là, des performances cognitives. C'est une vieille échelle qui est utilisée depuis longtemps, mais qui permet de comparer avec les anciennes études. Donc, les agences comme la FDA ont tendance à aimer l'utilisation ou le maintien de l'utilisation de ce type d'échelle-là. Donc, on voit que l'effet était très significatif après 6 mois et se maintient jusqu'à 18 mois. Donc, c'est très significatif. Mais si vous remarquez la courbe verte, le déclin continue. Donc, dans un monde idéal, on aimerait rester ici, là, pas descendre, mais il y a quand même une descente. Mais la différence est très significative. Mais il faut quand même rappeler que les études qui avaient mené à la commercialisation du donépésil donnaient aussi des différences quand même assez similaires au niveau du CDR. D'autres échelles qui existent, qui ont été utilisées dans les études cliniques, comme la DASCOG, on voit justement encore une fois la différence significative qui commence à 6 mois, qui se maintient jusqu'à 18 mois avec le lecanemab. Et encore là, je vous rappelle que pour les inhibiteurs de cholinestérase, on avait ce type aussi d'effet-là, donc des différences entre 2 et 3 pour donépésil et galantamine. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau des effets cognitifs que ces anticorps monoclonaux-là se distinguent. Donc, leur effet cognitif est significatif, mais pas nécessairement euh, beaucoup mieux là, que les imiteurs de cholinestérase. On reste dans les mêmes ranges ou les mêmes dimensions. Où est-ce que ces anticorps-là se distinguent massivement là, des anciens médicaments? C'est vraiment au niveau de la modulation des biomarqueurs. Donc, ici, c'est un graphique qui illustre l'estimation de la charge cérébrale du bêta-amyloïde. Donc, on utilise un radioligand qui va se lier sur les plaques et à l'aide de PET scan, d'imagerie, on peut estimer finalement cette charge amyloïde-là. Et on voit vraiment une réduction drastique avec l'utilisation du lecanemab, quelque chose qu'on ne voit pas du tout avec le placebo. Donc, c'est un effet quand même marqué, puis qui n'a même pas besoin de faire de statistiques, là. C'est vraiment très évident. Donc, ça, c'est vraiment la particularité de ces produits-là. Et peut-être encore plus intéressant, il y a d'autres types de biomarqueurs qui sont modulés, comme par exemple, je vous parlais tout à l'heure des biomarqueurs de la protéine tau phosphorylée. On voit aussi une réduction de ces biomarqueurs-là dans le liquide céphalorachidien au niveau du sang aussi. Ça, c'est vraiment quand même assez remarquable comme effet. Par contre, ces produits-là arrivent avec certains effets indésirables, là, qui sont des changements qu'on observe finalement à l'imagerie et qui peuvent conduire à des en fait, à des édèmes ou des micro-hémorragies cérébrales. Donc, évidemment, c'est des termes qui font peur. Et effectivement, ça peut être grave, mais la majorité des cas, c'est quand même asymptomatique ou relativement léger. Mais c'est quand même
quelque chose qu'on peut noter. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres types d'effets indésirables, mais ceux-là, on voit vraiment qu'ils augmentent quand même beaucoup avec le traitement. Et voilà. Donc, ça a amené à l'approbation du lecanemab aux États-Unis, au Japon, en Europe. On n'a pas encore de nouvelles au Canada. En Angleterre, ça a été approuvé aussi, mais les remboursements vont probablement pas nécessairement, en fait, il n'y a pas nécessairement de recommandation pour le remboursement. Donc, comme je vous disais, diminution de plusieurs biomarqueurs, l'efficacité clinique est modeste, mais très significative. Il y a des effets indésirables fréquents. Bon, ça se donne par injection intraveineuse, hein. Les anticorps monoclonaux, on ne peut pas les prendre par la bouche parce que c'est des protéines, ils seraient digérés, donc il faut les donner par injection intraveineuse, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Les patients doivent être sélectionnés, c'est probablement pas tout le monde qui peut y avoir accès. C'est des choses qui vont être probablement déterminées, en fait, pour le Canada dans le futur, là. On a remarqué, par exemple, que les gens qui étaient porteurs là, de APOE4, les deux allèles avaient moins de chances de bénéficier de ce médicament-là, plus de chances d'avoir des fins indésirables, par exemple. Et les coûts risquent d'être très élevés, prix pour les médicaments, prix pour la sélection des patients, les injections et le suivi. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut justement faire le suivi de ces effets indésirables-là, mais au coût de faire de l'imagerie finalement, au départ et pendant le traitement. Un autre produit, le donanemab, a été aussi approuvé aux États-Unis. Lui, sa particularité, c'est que c'est plutôt une forme d'A-bêta qui est seulement dans les plaques. Je n'irai pas dans les détails. Les études cliniques donnent à peu près le même genre de résultats avec des effets là, hautement significatifs, relativement modestes, mais quand même hautement significatifs au bout de plusieurs semaines. Et encore une fois, il y a ces effets indésirables-là au niveau de l'imagerie cérébrale qu'on peut détecter, qu'on appelle ARIA, qui sont plus fréquentes chez les porteurs APOE4. Ici, c'est des gens qui ont essayé de faire des analyses de number needed to treat ou nombre de sujets à traiter. Une mesure que je trouve qui est souvent plus parlante, là, c'est le nombre de participants ou le nombre de personnes qu'on doit traiter pour avoir un effet cliniquement significatif là, pour une personne. Bon, les gens vont souvent dire, ah, ces chiffres-là, ça en prend beaucoup, mais en fait, en pharmacie, c'est assez attendu là, d'avoir des number needed to treat en haut de 10. Mais ça donne quand même une idée là, de l'efficacité ou de l'efficience de ces traitements. Maintenant, est-ce que ce sont des médicaments qui modifient réellement le cours de la maladie? Souvent, c'est le terme qui est utilisé actuellement. Moi, je ne suis pas nécessairement convaincu qu'on a les données actuellement pour utiliser ce terme-là. Je vais vous expliquer un peu comment on enseigne la modification du cours d'une maladie à nos étudiants. Donc, on parle ici d'une maladie qui progresse avec le temps. Donc, un traitement qui est institué ici en rose pendant un certain temps. Si notre traitement est simplement symptomatique, donc agit seulement sur les symptômes, on va avoir une amélioration des symptômes, une, une- une apparence, une apparence d'amélioration des fonctions cérébrales, donc une amélioration des symptômes. Mais dès qu'on arrête le traitement, on retombe à ce qui était attendu du cours de la maladie. Quand on a un effet qui modifie le cours de la maladie, même si on arrête le traitement, on continue de sentir un gain ou de percevoir un gain du traitement qui perdure avec le temps. Donc, c'est vraiment au niveau du symptôme principal qui est les scores cognitifs. Si on regarde le lecanemab, les résultats de l'étude clinique arrêtent ici, dans cette première phase-là de 18 mois. Donc, ils distinguent bien les patients traités des non traités. Mais on n'a pas vraiment d'évidence de modification du cours de la maladie, à part peut-être les biomarqueurs, parce que l'étude n'était pas designée comme ça. Mais il y a eu une phase de open label, une phase ouverte qui a été continuée par la suite. Et là, c'est ce qu'on illustre ici en bleu. Donc, on voit, bon, en rose, c'est une comparaison qui est faite avec des participants d'un même âge qui ont été pris dans une autre cohorte aux États-Unis, qui montrent un certain déclin. Mais ça, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est imaginaire, mais c'est une comparaison qui n'a pas été faite nécessairement dans l'étude. Mais ici, on distingue en noir, ici, c'est les gens qui recevaient le placebo et qui ont commencé à être traités avec le médicament lecanemab. Tandis qu'en vert, ici, c'est les gens qui ont été traités tout le long du traitement, là, les 36 mois. Et on voit qu'il continue d'avoir une différence finalement entre ceux qui ont été traités
pendant le 18 mois de plus versus ceux qui avaient seulement reçu le placebo pendant les premiers 18 mois. Et cette différence-là qui perdure suggère qu'il y a un effet sur le cours de la maladie parce que les gens ici qui ont progressé plus rapidement n'ont jamais pu rattraper, dans le fond, avec le médicament. Si ça avait été symptomatique, normalement, on aurait rattrapé l'effet. Et ça, dans le fond, c'est des données, malheureusement, qui ne sont pas utilisées là, dans la soumission de la compagnie, mais qui suggèrent quand même un effet là, sur le cours de la maladie avec le lecanemab. Donc, je vais essayer de résumer assez rapidement là, des choses, je sais que je suis sur la fin, positifs, négatifs sur ces anticorps monoclonaux-là, parce qu'il y a évidemment des controverses. Donc, je pense que dans le positif, on peut dire que c'est des premiers progrès depuis 15 ans. Les résultats des études cliniques sont statistiquement très clairs, hein. Tout le monde rêverait d'avoir des belles études avec 4 étoiles comme ça. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs échecs d'approches similaires. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, la cible n'est peut-être pas parfaite. L'impact clinique reste modeste. Et il n'y a pas vraiment, on n'arrête pas la progression de la maladie réellement. Il y a une diminution très marquée de divers biomarqueurs. Ça avait été jamais atteint dans le passé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment majeur au niveau de l'imagerie, même au niveau des biomarqueurs sanguins. Le négatif, ben, les gens peuvent dire, ouais, ben, là, ces biomarqueurs-là, c'est pas vraiment la maladie. On ne sait pas vraiment exactement leur rôle. Et comme je vous disais, la modification du cours de la maladie n'a pas été vraiment parfaitement démontrée dans l'étude, bien qu'il y ait il y a des évidences ouvertes là, dans l'étude ouverte qui vont dans ce sens-là. Il y a des effets indésirables rares, mais potentiellement sévères, et le coût de ces médicaments-là va être très, très élevé. Le médicament lui-même, l'administration et aussi le monitoring. Le positif, c'est qu'on peut quand même monitorer ces effets, les effets thérapeutiques, mais les effets indésirables. Donc ça, c'est un avantage avec l'imagerie, peut-être un jour avec des biomarqueurs. Ce que j'aimerais aussi rajouter comme positif, qu'il y a des possibilités d'amélioration. En pharmacie, vous savez, il y a plein de traitements qui arrivent sur le marché et au début, parfois, c'est imparfait. Avec les années, on peut les améliorer. On peut changer la dose, on peut augmenter les doses plus tranquillement, on peut faire des combinaisons. Je reviens souvent avec l'exemple de clozapine dans les années 90, que tout indiquait que ce médicament-là allait être rejeté là, finalement parce qu'il y avait des effets indésirables, mais finalement, on a réussi à adapter l'utilisation pour minimiser le risque des effets indésirables et c'est un médicament qui est utilisé encore aujourd'hui. Bon, il y a d'autres cibles. Tout ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a beaucoup d'autres études cliniques en cours, entre autres sur la protéine Tau aussi, mais je n'irai pas dans ces détails-là. Donc, pour conclure ma présentation, ben, la prévention reste une priorité dans la maladie d'Alzheimer. Je vous ai parlé un peu des différentes approches de prévention et des approches qui sont déjà dans notre système de santé, avec contrôle de l'hypertension, diabète par exemple, mais d'autres qui sont plus un peu de la volonté là, de chaque personne pour l'activité cognitive, l'activité physique et au niveau de l'alimentation. Au niveau des biomarqueurs, ben, ce qui a beaucoup avancé dans les dernières années, c'est cette capacité de définir la maladie de façon un peu plus biologique. Donc, finalement, dans les stades asymptomatiques, donc avant la maladie, donc on peut avoir maintenant un genre de readout, une genre de lecture dans le fond de la progression de la maladie, qui peuvent nous renseigner dans le fond sur l'importance de prévenir ou d'intervenir. Et ça, évidemment, c'est une information que chaque personne peut réagir évidemment différemment à cette information-là. Au niveau des traitements, ben, il ne faut pas oublier qu'on a des vieux médicaments peu coûteux qui ont encore une certaine efficacité. Les nouveaux anticorps, c'est un peu l'exemple parfait du verre à moitié plein. On peut voir l'aspect négatif de dire que ça, c'est pas autant que ce qu'on voudrait, mais en même temps, le verre à moitié plein, c'est qu'on voit quand même que c'est une progression importante là, euh, dans le vue du traitement, mais aussi dans nos connaissances pour la maladie. Donc, ça ouvre des portes vers un futur probablement plus positif. Je reviens toujours sur l'importance d'intervenir tôt. C'est un petit graphique que j'avais fait avec mon étudiante Isabelle Saint-Amour pour illustrer que finalement, plus on traite tôt une maladie comme la maladie d'Alzheimer, on peut espérer à long terme que les bénéfices soient plus marqués finalement. Donc voilà, la conclusion générale, il y a eu des avancées significatives quand même dans les 20 dernières années, surtout sur les facteurs de risque, la prévention, les biomarqueurs, les traitements anti-amyloïdes, beaucoup d'études cliniques en cours. L'aspect plus négatif, ben, peut-être personnellement, je fais aussi moi de la recherche fondamentale, c'est cet aspect-là qui a été un peu négligé dans les 20 dernières années. Donc, je,
je peux dire peut-être cyniquement que beaucoup des choses qu'on a fait, dans le fond, avec les traitements anti-amyloïdes, les biomarqueurs, les facteurs de risque, c'était beaucoup basé sur des connaissances qu'on avait accumulées avant l'an 2000, ce qui peut sembler assez étonnant. De ce qui a été généré comme nouvelles données de compréhension de la maladie depuis 2000, ça n'a pas encore eu beaucoup nécessairement d'applications pour différentes raisons. Mais je pense il faut continuer de financer la recherche fondamentale pour qu'on ouvre des nouveaux champs, dans le fond, de connaissances sur la maladie. Donc voilà, merci pour votre attention. Je remercie les organismes subventionnaires comme les IRSC au niveau canadien, les FRQ au niveau québécois qui soutiennent mes travaux, mais aussi la cohorte CIMAQ et la Société Alzheimer Canada, bien sûr. Voilà, merci. Merci beaucoup, Frédéric. On a énormément de questions à passer. On n'aura pas le temps de passer toutes les questions, malheureusement. On va essayer dans la version YouTube, on va mettre aussi certaines réponses ou liens pour aider parce qu'on ne sera pas capable de tout passer à tout le monde. Dans les questions, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On va commencer par certaines questions juste pour expliquer certains termes ou certains concepts qui ont été discutés qui ont été présentés aujourd'hui. Premièrement, quand tu as parlé de CIMAQ, Frédéric, tu as parlé de plainte cognitive. Donc, la question, est-ce qu'une plainte cognitive, c'est une plainte de mémoire? Est-ce qu'il y a d'autres types de plaintes? Parce que tu n'as pas spécifié c'est quoi une plainte cognitive. Oui, en fait, c'est subjectif. Donc, c'est la personne qui peut ressentir simplement une inquiétude aussi par rapport à un potentiel déclin de mémoire ou toutes sortes de choses que la personne peut ressentir et lui donner l'impression que ça a un impact, dans le fond, sur ses capacités cognitives, mais de façon plus peut-être sur sa vie, là, finalement. Donc, c'est quelque chose de subjectif. C'est juste que au départ, on avait tendance à dire, c'est probablement de l'anxiété, mais en fait, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que les gens dans leur vie vont faire des tâches qui leur demandent une certaine capacité, je dirais, cérébrale et se rendent compte eux par eux-mêmes qu'ils ont un petit peu plus de difficultés. Des fois, c'est des activités qui peuvent être très compliquées, mais dans le fond, donc, percevoir finalement des choses qu'avec les tests de neuropsychologie, on ne pourrait pas déceler. Donc, Mhm. c'est un petit peu ça l'idée derrière ce concept. Une autre des questions qui est revenue deux fois, j'aimerais que tu expliques davantage les personnes qui ont accès aux traitements monoclonaux, les anticorps monoclonaux, ceux surtout utilisés dans des essais cliniques, parce qu'il y a la question de c'est quoi les critères pour pouvoir participer à ces essais cliniques-là, mais aussi c'est quoi les critères nécessaires pour avoir accès aux traitements s'ils devenaient disponibles. Ouais, j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, c'est qu'on ne sait pas encore le Canada quelle va être sa position. C'est pas encore le Québec quelle va être la position. La plupart des pays dans le monde ont statué, là. Le Canada est un peu moins rapide. Donc, il faut comprendre qu'au point de vue canadien, Santé Canada est plus en position d'autoriser finalement selon l'efficacité et la balance là, efficacité-risque. Donc, Santé Canada, par exemple, peut approuver l'utilisation, la commercialisation. Mais après, au Canada, c'est au niveau des provinces essentiellement. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a un organisme canadien aussi là, qui chapeaute la plupart des autres provinces, mais qui détermine, dans le fond, s'il va y avoir un remboursement là, par notre assurance médicaments. Mhm. Donc, c'est ça. Au Québec, c'est l'INES qui actuellement sont en train d'analyser, dans le fond, les données pour et on va être informé de leur décision sous peu. Ouais. Donc, aux États-Unis, ça a été approuvé. Comme je disais, en Angleterre, ça a été approuvé, mais le remboursement pose problème. L'Europe, il y a eu une approbation. Au Japon, en Australie, à ma connaissance, ça a été refusé, etc. Mais c'était aussi la question, c'est sur les patients. Puis si je me souviens bien, puis tu me corrigeras, c'est des personnes en tout début de maladie, des personnes qui n'ont aucun autre, ce que tu appelais des comorbidités, qui n'ont aucune autre maladie, surtout cardiovasculaire. Il y en a certaines qui sont acceptées maintenant là, en recherche, mais en général, la personne doit avoir seulement Ouais. une évidence de la maladie Alzheimer et doit avoir une confirmation de la présence d'amyloïde ou En tau fait, dans je le peux pas. cerveau. C'est ça, on peut difficilement répondre au Québec parce que ça fait partie justement de la décision que l'INES va prendre. Est-ce qu'ils vont décider Mhm. de l'approuver ici avec la mécanique un peu de patients d'exception, médicaments d'exception? Donc, aller voir peut-être qu'ils vont l'approuver seulement pour certaines personnes qui répondent à certains critères. Comme par exemple en Europe, ils vont pas le donner par exemple à des gens qui ont été génotypés avec la lipoprotéine
le lait local, parce qu'on a bien vu que les risques d'effets indésirables étaient beaucoup plus élevés, puis ou en fait, les chances d'en bénéficier étaient plus faibles. Donc ça, Mhm. c'est le genre de décision qu'ils vont avoir à prendre. Il va forcément avoir une sélection, justement, des patients accessibles. Comme tu dis, c'est vraiment au début de la maladie ou peut-être là, les stades de mild cognitive impairment qui peuvent être ciblés, mais il va falloir qu'il y ait des critères qui soient déterminés. Puis c'est pour ça que c'est assez compliqué aussi pour les agences comme l'INES de prendre des décisions parce que c'est un gros dilemme. Ouais, puis c'est nouveau aussi. Ouais. Il y a plusieurs questions au niveau de la nutrition sur est-ce qu'on devrait commencer à prendre des suppléments d'oméga 3, puis quoi faire si on est allergique aux fruits de mer. Est-ce que c'est ça, est-ce que les oméga 3 devraient être recommandés à partir de 50 ans comme la vitamine D? Bon, tout de suite, pour des recommandations officielles, on peut pas encore en faire officiellement aujourd'hui, là. Mais je dirais ce qu'on tend à privilégier en premier, c'est d'aller chercher les oméga 3 par l'alimentation, donc par des poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, tout ça. Mais c'est sûr que si on n'aime pas des poissons, à ce moment-là, oui, il existe des suppléments. Les suppléments qui contiennent le DHA et l'EPA, généralement, c'est ceux qu'on va recommander le plus rapidement. C'est sûr qu'actuellement, il y a aussi certaines controverses par rapport aux oméga 3, dans le sens que si demain matin, tout le monde atteindrait un certain, disons, un 500 mg par jour de DHA, ben, on viderait nos océans en dedans de quelques jours parce qu'on n'a pas en fait les ressources naturelles pour donner tout ce DHA-là. Donc, c'est pour ça qu'il existe aussi, qu'on pense aussi à l'utilisation là, des huiles végétales comme l'huile de canola, par exemple, qui contient beaucoup d'acide gras linolénique, donc un oméga 3 qui peut être éventuellement transformé par le foie. On ne sait pas encore, je dirais en 2024-2025, exactement à quel point ces huiles végétales-là peuvent remplacer ou se comparer aux huiles, aux acides gras qu'on trouve dans le poisson, mais ils ont l'avantage d'être plus durables finalement à long terme. Donc, il faut les considérer aussi. Euh, Il y a des questions sur, je vais mettre ensemble un peu, il y a sur est-ce que les mauvaises habitudes de vie, pas bien manger, boire beaucoup d'alcool, peuvent accélérer la progression de la maladie? Ben, c'est ça, on n'a pas de preuves aussi directes, là, mais quand on regarde les études, parce qu'on ne pourrait pas faire une étude clinique comme ça, mais si on regarde les études longitudinales, les études épidémiologiques, mais ça semble suggérer que, effectivement, des mauvaises habitudes de vie sont associées à un risque plus élevé de la maladie, là. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée de s'y attaquer. Et ce qu'on voit aussi de nouveau, peut-être que j'en profitais pour sortir ça. Ça, c'est vraiment récent dans les dernières années. Et c'est des quelques cas aux États-Unis de gens qui changent beaucoup leurs habitudes de vie, puis qui vont aussi commencer à mesurer leurs biomarqueurs finalement, ce qui n'était pas nécessairement possible avant ou compliqué à faire avant, et qui peuvent voir aussi des améliorations au niveau des biomarqueurs Alzheimer. Donc, on pense actuellement que bon, c'est peut-être pas autant que le diabète, là, mais on commence à penser qu'il y a effectivement des moyens, en changeant ses habitudes de vie, de diminuer le risque de progresser vers la maladie. Oui, ça faisait partie d'une des questions, tu sais, est-ce qu'on peut aller faire avoir un scan pour voir où est-ce qu'on en est au niveau cérébral, puis si on a plus de biomarqueurs. Cependant, j'aimerais rappeler à tout le monde que avec le vieillissement normal, les biomarqueurs montent également. Ouais. Donc, sont utilisés, prescrits, tu sais, les traitements sont recommandés seulement si il y a un trouble neurocognitif de la maladie, puis c'est utilisé, on utilise les biomarqueurs pour déterminer est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer par rapport à une autre maladie et les traitements ne sont pas recommandés si une personne n'a pas de troubles neurocognitifs parce que c'est ça à cause des risques. Entre autres, les risques, c'est ça que Dr. Callon parlait beaucoup. Il peut y avoir des risques graves, des microhémorragies et d'édème au cerveau. Mm. Une grosse question qui est revenue plusieurs fois, si tu es prêt à répondre, c'est est-ce que l'âge est un facteur et qu'est-ce qui se passe avec la ménopause, andropause, tu sais, les changements de déclin hormonaux sur la prévalence de la maladie, puis oui, c'est ça, sur la prévalence de la Oui, maladie. c'est sûr que j'ai oublié de parler de l'âge, mais c'est le facteur de risque le plus important Mhm.
de la maladie d'Alzheimer, ça c'est certain. Même dans nos études, quand on veut faire des études plus fondamentales sur la maladie, il faut toujours en tenir compte parce que même les gens qui ont les facteurs de risque, qui ont je dirais même des mutations génétiques qui causent la maladie, vont pas avoir la maladie pendant leur enfance. Ils vont quand même l'avoir tard dans l'âge adulte. Donc, effectivement, euh, l'âge est critique. Donc, la deuxième chose, c'était plus par rapport à la ménopause. Ça, actuellement, j'ai pas vu s'il y avait eu des études plus récentes, mais ce que je me souviens qui avait été vu, c'est effectivement la baisse d'hormones. En fait, que les hormones peuvent protéger cette baisse-là qui arrive à la ménopause n'est pas nécessairement quelque chose de positif, là, mais c'est pas à ma connaissance, c'est pas des choses qui ont été beaucoup démontrées là, dans les dernières années comme évidence ferme par rapport à ce sur quoi on peut intervenir. Comme il y avait eu des longues controverses là, depuis 20 ans. En fait, j'avais plus suivi ça quand j'étais étudiant. Mais je pense que ça n'a jamais été complètement résolu à savoir si des suppléments d'hormones pouvaient être protecteurs finalement, là. Il y a eu quand même beaucoup de controverses par rapport à ça. Ouais, je crois que ça fait partie un peu comme dans le lancer, il parlait de, tu sais, des facteurs qui font pas encore partie de leur figure, par exemple le sommeil, la nutrition, la ménopause. Ça fait partie des facteurs pour lesquels il n'y a pas suffisamment d'études pour être convaincant pour atteindre le niveau de stats qui Ou voudrait pour être inclus. trop de Mais c'est toujours contradictions. étudié, la ménopause, puis le remplacement d'hormones après la ménopause est toujours étudié puis pourrait être un protecteur, mais il n'y a pas suffisamment d'études pour le prouver. Euh, Beaucoup de questions. Il y a une question sur est-ce que maintenir une bonne santé intestinale pourrait avoir un lien avec un cerveau plus en santé? Oui, ben, il y a des études sur le microbiote actuellement, donc c'est un champ de recherche là, qui se développe beaucoup. On a des études avec des probiotiques, par exemple, des choses comme ça. Je dirais que on n'est pas à un niveau là, au niveau de la recherche dans lequel on peut faire vraiment des recommandations aux gens. Il y a eu quand même une étude clinique là, qui montrait quand même avec des prébiotiques comme l'inuline là, qui avait des petits effets sur la cognition. Mais c'est ça, on n'est pas encore nécessairement à l'étape là, de pouvoir faire des recommandations. Mhm. Puis, ici, j'ai revu la question. C'était une question qui a été posée avant la conférence. On remercie la personne qui l'a posée. Pouvez-vous expliquer c'est quoi le BDNF puis si ça peut aider? Ben, c'est une hormone de croissance là, qui a été identifiée quand même assez longtemps, qui a été reliée un peu à différentes maladies du cerveau, donc les troubles de l'humeur aussi. Dans l'Alzheimer, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça, mais j'ai pas vu nécessairement de développement particulier dans les dernières années, là. Peut-être que c'est une littérature que je n'ai pas nécessairement suivie. Il y avait des dosages qui devaient se faire dans notre cohorte CIMAQ, mais je pense qu'ils ont pas été faits non plus, là. Donc, je ne Mhm. pourrais pas nécessairement m'étendre beaucoup là-dessus. C'est un facteur de croissance qui semble important pour la santé du cerveau, mais qui n'a pas été nécessairement associé très clairement avec la maladie d'Alzheimer. Ah, effectivement, donc BDNF, c'est pour Brain Derived Neurotrophic Factor. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait pousser les neurones vers la direction où il y a je veux dire, le facteur. Mais c'est que c'est très présent dans le développement du cerveau avant la naissance et au début de la naissance, mais c'est pas spécifique nécessairement. Hmm. Euh, Puis ça, c'est des grosses questions. Merci beaucoup pour toutes les questions. Euh, je vais arrêter cela parce qu'il y en a plusieurs, puis il se peut que je revienne avec certaines personnes ou qu'on ajoute certaines choses qu'on a pu oublier dans YouTube. Je remercie tout le monde pour être venu avec nous aujourd'hui. Je remercie Dr. Calland pour être venu nous expliquer tout sur les nouveaux traitements. Puis on a parlé un peu des biomarqueurs et pour la nutrition et tout. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à la conférence. Nous allons vous envoyer un petit sondage pour savoir qui était venu aujourd'hui. S'il n'est pas trop tard, s'il vous plaît, remplissez notre sondage de participation on veut savoir qui est là. Puis, voilà, ça vient d'apparaître. Merci beaucoup, Lorraine. Puis, pour être sûr de m'assurer qu'on vous réponde à vos questions et tout, on aimerait savoir qui
est ici avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à la conférence. Et encore, je remercie grandement Dr. Calon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.